Pour venir filmer ces femmes en train de couper du fourrage, il nous a fallu une journée de voiture sur des pistes impossibles et 6 heures d'escalade à flanc de montagne. C'est un voyage dans le temps. Ces femmes appartiennent à la tribu des Bondos, qui descendent des tout premiers habitants de l'Inde. 15 000 Bondos se répartissent en une centaine de villages, perchés dans la forêt à 1200 mètres d'altitude, au fin fond de l'état d'Orissa. Les Bondos sont une des nombreuses tribus aborigènes qui ont subsisté jusqu'à aujourd'hui, en conservant leur mode de vie et leur religion propre. Les envahisseurs successifs, en particulier les Aryens, les ont peu à peu repoussés vers les montagnes les plus inaccessibles et les plus pauvres du centre de l'Inde. কত ভূমি ডোঙর ভূমি আছে বাবু কাই কাইটা আছে কোরে কাই কাইটা কমাইলা আসনি এটা কলুনি সেটা কলুনি করে কো Les hommes pratiquent encore couramment la chasse à l'arc avec une habileté exceptionnelle. Mais le gibier est devenu rare. L'arc leur sert aussi à se défendre contre les ours, qui sont nombreux dans la forêt. কান্দুল ডঙ্গরানি সব কো সোয়া ধান মান্ডিয়া কোসলা করে ওটা এখন কোথায় গিয়েছিল এখন কোথায় अभी कहां गया था अभी ये यहाँ आया था मधुलपुर आया था अभी जाएगा ये Les Bondos parlent une langue qui n'a aucune racine commune avec les langues indiennes. Les femmes et les enfants se plantent devant nous sans surprise apparente. Ils ont l'habitude des intrus. Ce village, qui s'appelle Mundlipoda, a le privilège d'être le centre administratif du pays Bondo, privilège qui se traduit par la présence d'un poste de police, d'une école et d'une infirmerie. On me dit que les Bondos refusent d'envoyer leurs enfants à l'école du gouvernement, qui effectivement est presque vide. Ils refusent aussi la vaccination, pourtant obligatoire en Inde, et la petite vérole fait des ravages parmi eux. Les femmes portent un nombre impressionnant de colliers qui leur écrasent la poitrine. Autrefois en cuivre, ce sont maintenant des objets manufacturés en laiton qu'elles achètent au marché.
Les femmes filent des morceaux de tissu aux très belles couleurs, dont elles font des pagnes minuscules qu'elles portent sur le bas des fesses. Avec les colliers, c'est leur seul costume. Les bondos ignorent les tabous indiens sur les bovidés. Ils abattent les vaches, les mangent et les sacrifient dans des cérémonies religieuses. Près du village, ces bâtiments d'aspect sinistre sont le poste de police, l'école et la baraque réservée aux percepteurs. Lors de sa visite annuelle, le percepteur trouve le plus souvent les villages vides. Les bondos, refusant de payer l'impôt, se cachent dans la forêt. Le lendemain, nous avons fait une dizaine de kilomètres dans la forêt pour nous éloigner des policiers et découvrir un autre village, Krisampada. Notre arrivée cette fois provoque une certaine panique. Les femmes et les enfants se réfugient dans les cases. Les hommes sont absents, sauf 2 d'entre eux qui construisent une maison en torchis. Leur technique rappelle le poto-poto africain. Beaucoup de ces tribus aborigènes de l'Inde sont célèbres pour leur institution des dortoirs. Ce sont des habitations à part où filles et garçons se rencontrent avant le mariage dans une totale liberté sexuelle. Les dortoirs servent aussi d'agences matrimoniales, comme une sorte de club où l'on se choisit librement avant de s'épouser. Dans ce village, je demande où est le dortoir. On me répond qu'il n'existe plus, on l'a supprimé, et d'ailleurs ce n'est pas la saison des mariages. Le puritanisme anglo-indien a dû jouer son rôle ici aussi. Nous avons rencontré le chef du village, un vieil homme qui parle un peu l'oriya, la langue de la plaine. Il explique que les conditions de vie sont devenues très difficiles pour les villageois parce que l'administration des eaux et forêts leur a pris toutes leurs terres pour reboiser. Aujourd'hui, les villageois sont obligés d'aller très loin dans la forêt, à des kilomètres d'ici. Ils brûlent les arbres en cachette pour défricher et faire un peu d'agriculture. L'occupation principale des femmes bondos est la fabrication de balais. Ces balais, les bondos vont les vendre chaque semaine au marché. C'est leur seule monnaie d'échange, leur seul commerce avec le monde extérieur.
Je suis frappé par la tristesse de beaucoup de ces visages. La vie paraît ici extraordinairement dure, extraordinairement difficile. La misère est partout en Inde, mais ici, chez ces populations qu'on ignore et qui disparaissent lentement, elle devient pathétique. Sur cette plateforme de monolithes qui, paraît-il, ne sert presque plus aujourd'hui, on célébrait des cérémonies rituelles et des sacrifices d'animaux. Les Bondos sont une mythologie très compliquée, avec un dieu suprême qui est le soleil, et des cultes nourriciers à la terre. Ils brûlent leurs morts comme les hindous. Tous les dimanches, les villageois Bondos descendent de leur montagne et vont à Mundaguda où a lieu le marché local. C'est leur seul point de contact avec ce qu'on appelle la civilisation. À l'entrée du marché, il y a une espèce d'octroi. Les employés du gouvernement prélèvent quelques balais sur le tas que les femmes portent sur la tête. Ce qui ne va pas sans discussion ni palabre. Il s'agit, paraît-il, d'une taxe récente que les Bondas contestent vivement. Les femmes livrent ensuite leurs balais à des marchands qui les revendent, me dit-on, jusqu'à Calcutta. Le tarif est fixé d'avance, 1 roupie pour 10 balais. Il faut près d'1 heure pour fabriquer un balai. Cela fait 70 centimes pour une journée de travail. Mais pour les Bondos, c'est le seul moyen de se procurer des roupies. Les femmes Bondos ne gardent pas longtemps leur argent. Elles vont le dépenser en achetant des colliers. Elles choisissent longuement, essayent, discutent. À nos yeux, ces colliers sont tous semblables, mais pour les femmes Bondos, chacun a l'air différent. Une des caractéristiques de la société Bondo est que les femmes sont plus âgées que leurs maris. En général, une fille de 20 ans épouse un garçon qui en a 14. Des règles exogamiques très strictes gouvernent ces mariages. Il est interdit de prendre un mari dans son propre village. Le divorce n'est pas une chose rare. Le mari qui renvoie sa femme donne 1 chèvre à sa belle famille. Si c'est la femme qui part, le nouveau mari donnera 3 chèvres à l'ancien. Les Bondos n'ont pas d'écriture.
Ils n'ont pas non plus de patronyme. Ils s'appellent tous lundi, mardi, mercredi, selon le jour de leur naissance, ce qui ne facilite évidemment pas la tâche des percepteurs et des policiers. Sur ce marché, beaucoup d'échanges se font par troc. Ces femmes bondos, qui en plus de leur balai ont apporté un peu de riz, les changent contre des poivrons. Les bondos de plus en plus subissent la pression des gens de la plaine. Ils s'adaptent très mal au monde moderne. Refusant désespérément de s'intégrer, ils voudraient qu'on les laisse tranquilles dans leurs montagnes, vivre comme ils ont toujours fait. Beaucoup de fonctionnaires indiens les méprisent et les tiennent pour des sauvages. Ils veulent faire porter le sari aux femmes, abolir les derniers dortoirs, supprimer l'abattage des vaches. Les jours des bondos sont comptés. Beaucoup d'entre eux ont commencé à descendre dans la plaine pour se prolétariser. Ils travaillent à la construction des routes, comme ceux-ci, ou bien ils deviennent ouvriers agricoles. Ils se fondent dans l'anonymat, perdent leurs coutumes et tout ce qui faisait leur identité. Ils s'habillent comme les Indiens et deviennent des hors-castes, au plus bas de la société. Nous quittons les bondos. Quelques kilomètres plus loin, dans un village, un drapeau rouge flotte sur une maison. Ici vit un militant communiste qui essaye de politiser les populations tribales de la région. Il explique combien son travail est difficile, à cause des distances, de l'analphabétisme et surtout des problèmes de langue. Chaque tribu parle une langue différente. Il dit que les tribus ont été dépouillées non seulement par les eaux et forêts, mais aussi par des propriétaires venus de la plaine qui profitent de l'absence de droit écrit sur le sol. Les tribus tombent aussi entre les mains d'usuriers qui finissent par leur prendre leurs terres. Une loi a été votée récemment qui restitue aux tribus certaines terres en friche du gouvernement. Cette loi n'est pas appliquée. Les communistes tentent de les organiser. Il n'y a pas encore eu de troubles par ici, mais à côté, dans l'Andhra Pradesh, des heurts violents opposent les populations tribales aux fermiers. La police, au nom de la loi, c'est-à-dire des propriétaires, rétablit l'ordre par des arrestations massives. বিলু করা হয় না ଏବେ করা হচ্ছে এই লোক সমস্ত করছে এরা সব ভূমিহীন লোক আরো আছে আসবে বহুত লোক আসবে যে আজ মিটিং রে আছে আচ্ছা মিটিং আছে En Inde, on est toujours un peu étonné de rencontrer des églises. Au Kerala, il y en a beaucoup. C'est le seul état du pays où les chrétiens sont une minorité importante.
Malgré des traces très anciennes d'évangélisation, on peut dire que le christianisme a échoué en Inde. Les Portugais, convertisseurs fanatiques, n'ont joué ici qu'un petit rôle, malgré la venue de saint François Xavier à Goa. Quant aux Anglais, trop habiles pour s'attaquer à l'hindouisme, ils ont beaucoup limité le prosélytisme des missionnaires. Les rares conversions se sont produites aux deux extrêmes du système des castes, chez les brahmines et chez les intouchables. En devenant chrétiens, les Indiens ne renoncent pas pour autant à la hiérarchie des castes. Jusqu'au début du siècle, dans une église de Madras, le chœur était coupé en deux par un mur dans le sens de la longueur. Ainsi, les catholiques des castes supérieures pouvaient assister à la messe sans être souillés par les catholiques intouchables. Les chrétiens de l'Inde sont des croyants fanatiques, mais ils m'ont paru mal à l'aise, victimes d'un complexe d'infériorité tant vis-à-vis des hindous que des Européens, comme des gens déchirés entre deux cultures et qui ne trouvent pas leur identité. Ce jeune prêtre appartient au rite syriaque. L'église syriaque du Kerala aurait été fondée selon la tradition par saint Thomas l'apôtre, qui aurait débarqué à Cranganore en 52 après Jésus-Christ et converti beaucoup de brahmines. Les chrétiens du Kerala, farouchement anticommunistes, sont une clientèle électorale fidèle du parti du Congrès. Catholic community here was completely hostile almost into communism, against communism. Il y a aussi des juifs en Inde, pas beaucoup, une centaine, rassemblés autour de leur synagogue dans un quartier de la ville de Cochin. Nous avons interrogé Simon Coder, chef de cette communauté, commerçant prospère de la ville. Nous sommes ici depuis 1900 ans ou plus. Nous serions arrivés à Cochin avant la destruction du temple de Jérusalem. Nous n'avons jamais été persécutés ici, sauf par les Portugais. L'Inde est le seul pays au monde qui n'ait jamais persécuté les Juifs. Ma famille paternelle est arrivée ici il y a 200 ans, en provenance de Bagdad. La famille de ma mère serait venue d'Espagne à la suite de l'Inquisition. Les Juifs jouent un rôle économique important dans la ville. Ils rappellent volontiers que le Maharaja de Cochin s'était autrefois constitué une milice de soldats juifs. It's not possible. No. Now, what's the use of going to Israel? This old age. Je suis trop vieux et trop pauvre pour aller en Israël. J'ai 76 ans. It's always been small, the community. It has never been more than about 300. Now we have got only 100. Less than 100. La communauté a toujours été petite, environ 300 personnes. Aujourd'hui, nous sommes moins d'une centaine. Nous avons de bons rapports avec les Indiens, mais nous ne nous marions jamais avec eux. La communauté reste entre elles, et tous les Juifs ici sont plus ou moins parents. Nous sommes très heureux ici. Notre seul problème, c'est que la communauté est en train de disparaître. Les familles n'ont presque plus d'enfants, et beaucoup sont partis pour Israël ou vont partir. Moi, je partirai peut-être, mais seulement si le gouvernement indien nous laisse emporter notre argent. May or may not, I don't know. It all depends if we can take out our money. Ils ont quelque chose d'un peu dégénéré, de maladif. Dans ce pays où toutes les races se sont mélangées, la pureté du sang, jalousement préservée par cette communauté minuscule, débouche sur la stérilité.
À Pondichéry, l'ancien comptoir français, tout le centre de la ville est uniformément blanc et gris. Ce sont les bâtiments de l'ashram, une communauté religieuse qui ne cesse de s'étendre. Son chef spirituel est aujourd'hui une Française très âgée, qu'on appelle simplement la mère. Elle vit très retirée et nous n'avons pas pu la filmer, seulement enregistrer sa voix. Chacun, ce n'est pas deux fois la même chose. Généralement, c'est au moment où on s'y attend le moins et où, pour la plupart, c'est quand on a abdiqué ses soi-disant connaissances, ses certitudes et presque ses espoirs, qu'on est dans l'état où on peut recevoir. Le fondateur de l'ashram, Sri Aurobindo, est mort en 1950. On ne l'a pas brûlé, mais enterré, ainsi qu'il est d'usage en Inde pour des hommes d'une grande sainteté. Le tombeau d'Aurobindo est le centre de la vie spirituelle de l'ashram. Matin et soir, les fidèles viennent y prier et y méditer. La révélation est toujours là. Elle est toujours là. C'est nous qui ne la recevons pas. La connaissance est toujours là. L'illumination est toujours là, flottant au-dessus de toute chose, prête à être reçue. Seulement nous sommes tellement aveuglés par ce que nous croyons savoir et ce que nous voulons faire. Alors nous ne recevons pas. Et au moment où on abdique pour une raison quelconque, c'est-à-dire qu'on devient un peu passif et ouvert, alors on la reçoit. Why you existing? Why the whole universe? Why the humanity exists? And then it comes to yourself. Who are you? Ils viennent du monde entier et tous disent la même chose. Je cherchais, ici j'ai trouvé. I worked in a hotel industry. I was a chef. I've been in Europe in about 10 countries. Je travaillais dans l'hôtellerie. J'étais cuisinier. En Europe d'abord, dans une dizaine de pays. Ensuite en Australie, où j'ai habité 13 ans. Je ne pouvais pas rester en place. Je cherchais. J'avais besoin d'une vie intérieure. Et c'est comme ça que je suis venu ici. That's how it's happened. Oh yes, I'm home. I'm home here. Ici, je suis chez moi, vraiment chez moi. Je suis heureux. J'ai trouvé la réponse à mes questions. È una lunga storia. Sono partito nel 64, settembre del 64 dall'Italia, senza una meta precisa. Je suis parti d'Italie en 64, sans but précis. J'avais lu quelques versets de la Bhagavad Gita qui m'avaient beaucoup frappé. Et puis aussi, j'avais remarqué une transformation sur le visage de ceux qui rentraient de l'Inde. Ils avaient une expression calme, pas l'expression contractée typique des Européens. Nell'espressione, nel volto di quelli che venivano dall'India. Avevano una faccia molto calma, non l'espressione contratta, tipica. Avevo l'intenzione... J'avais l'intention de remonter toute l'Inde jusqu'en Himalaya. Mais après quelques jours de voyage, je suis arrivé ici, où j'ai trouvé ce que je cherchais. Ho trovato quello che cercavo. I've been brought up in Sweden. Not very much religion, they're Protestants, with practically no religious background. J'ai été élevé en Suède. Pas beaucoup de religion, des protestants. Pratiquement aucune base religieuse. Aucune présence vivante de Dieu. Ça n'existe pas là-bas. Je ne savais pas que j'avais une âme. Essentiellement, c'était des questions. Qui suis-je? Pourquoi suis-je comme ça? Pourquoi est-ce que le monde est comme ça? Finalement, j'en suis arrivé à l'essentiel. Quelle est ma raison de vivre? Est-ce qu'il y a une raison de vivre? God had given me everything which a man wishes for.
prestige, money, good family, health. I was president of a number of companies and industries. Dieu m'avait donné tout ce qu'un homme peut souhaiter. Prestige, argent, bonne famille, bonne santé. J'étais président de nombreuses sociétés et industries. Mais pourtant, je me sentais insatisfait. Quelque chose me manquait, un but dans la vie. Quand j'ai lu le livre d'Aurobindo, La synthèse du yoga, il m'a ouvert les yeux non seulement sur des problèmes dont j'avais conscience, mais aussi sur beaucoup d'autres auxquels je n'avais jamais pensé. Et ce livre m'a donné des réponses si complètes qu'aucune question n'est restée. Il ne m'a pas fallu plus d'1 minute pour venir ici et me dévouer à l'idéal le plus élevé et le plus intégral que l'on puisse trouver aujourd'hui. Les membres de l'ashram qui veulent faire une cure de solitude se retirent dans ce très beau bâtiment construit par un sympathisant japonais. Ils logent dans des cellules et consacrent plusieurs heures par jour à la méditation. Il y a dans l'ashram une école de 700 élèves. Les enfants sont totalement libres de choisir eux-mêmes le sujet de leurs études. Cette école, très cotée, reçoit des pensionnaires de l'Inde entière. Faire partie de l'ashram, ce n'est pas se retirer du monde. Au contraire, les fidèles sont tenus de mener une vie active et de faire du sport tous les jours. L'ashram est très actif et très prospère. De nombreux fidèles qui sont venus s'installer ici ont apporté leur fortune avec eux. Avec cet argent, on a créé des ateliers, une imprimerie de luxe, des boutiques, une exploitation agricole, sous la direction de techniciens européens qualifiés, membres de l'ashram. Ils constituent aujourd'hui la plus grosse entreprise de Pondichéry. Le gouvernement indien les a dispensés d'impôts. Les disciples mènent une vie confortable mais austère. Ils doivent rester chastes, ne pas boire, ne pas fumer. Ces règles souffrent parfois des exceptions. Tous les soirs, les disciples très âgés, ceux qui travaillent dans les bureaux, viennent faire leur gymnastique sous la direction d'un moniteur. Le plus vieux a 85 ans. A day will come when the human body may itself undergo a transformation. Nous croyons à l'évolution. Un jour viendra où le corps humain subira une transformation. Au-delà des limites de la raison, l'homme nouveau atteindra par une illumination intérieure un état de supraconnaissance qui le libérera et libérera l'humanité entière. Ambu est le maître de Hatha Yoga de l'ashram. Il nous autorise à filmer ses exercices quotidiens, ses asanas. Ces asanas ne sont qu'un des 8 degrés successifs du Hatha Yoga, qui comporte aussi le contrôle de la respiration, la continence et la méditation. Ambu a plus de 60 ans.
you practice every day? No, I don't practice every day. Why? Because I am lazy. Non, je ne pratique pas tous les jours, parce que je suis paresseux. Pourtant, je devrais pratiquer 1 heure chaque jour. Hatha veut dire obstination. Plutôt que sur l'aspect spirituel du Hatha Yoga, Ambu insiste sur ses vertus physiques. Il vous donne des nerfs solides, purifie le système, soulage les rhumatismes et la sciatique. To make oneself healthy, strong nerves, and purify the system. L'ashram a un grand projet, construire Auroville, une ville pour l'homme futur, à quelques kilomètres de Pondichéry. Cette cité idéale est encore à l'état de projet. On a inauguré le site en déposant solennellement dans ce monument un peu de terre de tous les pays du monde. Yes, Auroville is open to all. Everyone who is seeking better life, everyone who wants to work for world unity. Auroville est ouvert à tous ceux qui cherchent une meilleure vie, tous ceux qui veulent travailler à l'unité du monde, quelle que soit leur race, leur religion, leur nationalité ou leur caste. Tout le monde à Auroville aura ce qu'il lui faut sans avoir besoin de gagner sa vie. Chacun choisira le travail qui lui plaît. Oui, ce sera très cher à construire, mais je suis sûr que nous trouverons l'argent. Je suis moi-même un homme de finance. Sri Aurobindo nous a dit, n'est-ce pas, c'est l'essentiel de son message, que cette évolution arrive maintenant après... Ils sont agaçants, ce riche industriel indien qui a trouvé son chemin de Damas et ce français aux phrases pompeuses. Un moment où... Dans mon idée, toute expérience mystique est inséparable d'une certaine angoisse ou au moins d'une inquiétude. Ici, rien de tel. Ils ont trouvé le bonheur, la paix de l'âme, et ils se croient sincèrement les sauveurs du monde. Peut-être ont-ils raison. Savoir pourquoi on vit, pourquoi il y a des hommes, pourquoi, et aussi le sentiment de son imperfection, que il y a quelque chose d'autre que ce que nous sommes et surtout ce que nous savons. Il y a quelque chose d'autre qui est à trouver et à exprimer. Mais les chemins sont innombrables. Pour chacun, c'est un autre. Seulement, pour tous, c'est la même chose. C'est le sentiment qu'il y a quelque chose d'autre que ce que nous sommes, ce que nous savons et ce que nous pouvons. Quelque chose qui est par-delà, au-delà. Alors, vous allez repartir, vous garderez le souvenir. Ceux qui veulent savoir, ceux qui sentent le besoin de ça, ils reviennent toujours. Dans les monts Nilgiri, à 2400 mètres d'altitude, nous avons rencontré une société idéale, la tribu des Todas. Les Todas ne sont plus aujourd'hui que 800. Depuis le fond des siècles, ils habitent ces montagnes isolées où personne n'était venu troubler leur solitude jusqu'à l'arrivée des Anglais. Certains ethnologues les croient d'origine sumérienne. On dit aussi qu'ils descendent des soldats d'Alexandre. Eux, les Todas, pensent qu'un jour leur déesse mère a donné un coup de baguette. De la rivière sont sortis des buffles magnifiques. À la queue du dernier buffle était suspendu un Toda. Dès l'âge de 13 ans, aucune jeune fille Toda n'est plus vierge. Avant la puberté, on les confie à un homme expérimenté qui leur apprend l'amour physique.
Cet enseignement fait partie de leur éducation, au même titre que le chant ou la cuisine. Le sexe est un besoin naturel, et toute leur vie, les Todas pratiquent l'amour libre. Dans la langue Toda, le mot sexe n'existe pas. Ils utilisent les mots fruits ou nourriture. Les enfants ne vont pas à l'école et leur éducation se fait au contact de la nature. Ils improvisent souvent des poèmes collectifs, comme celui-ci où ils racontent notre arrivée et se moquent de nous. Les maisons des Todas sont en bois. Les portes sont toujours au ras du sol. Divisés en 16 clans, les Todas sont éparpillés sur leur vaste territoire en hameaux de quelques maisons. Le mariage est fixé dès la naissance, mais comme les femmes sont moins nombreuses que les hommes, l'usage pour une jeune fille Toda est d'épouser à la fois plusieurs frères d'une même famille. Comme par ailleurs la liberté sexuelle est absolue dans toute la tribu, la paternité des enfants est impossible à établir. C'est le frère aîné qui est le père légal. Oh! Tribu pastorale, les Todas n'ont jamais voulu pratiquer l'agriculture. Ils sont végétariens et se nourrissent essentiellement du lait de leurs buffles, de miel et de fruits sauvages, et de céréales que leur fournissent les tribus voisines à qui ils laissent une partie de leur terre pour cultiver. Le sol appartient à la communauté et ne peut être vendu. Les Todas n'ont jamais fait la guerre, jamais porté d'armes. Ils n'ont pas de loi, pas de chef, pas de hiérarchie. Si jamais un différend grave éclate entre deux Todas, il est réglé par un conseil d'anciens improvisé pour la circonstance. Les buffles des Todas sont une espèce à longue corne, unique en Inde. Ils sont sacrés et constituent la seule activité et la seule richesse de la tribu. Les Todas considèrent tous les autres animaux comme impurs. Les hommes sont prêtres à tour de rôle pendant 1 an. Le prêtre vit seul dans l'enceinte du temple, personne ne peut l'approcher ou le toucher, et il doit rester chaste. Chaque temple contient une pièce de métal sacré, le monis, qui est la relique du clan.
Chaque fois qu'une femme Toda rencontre un homme de la tribu, elle s'incline devant lui et il lui touche le front avec ses pieds. Quand un Toda meurt, il n'y a pour lui ni ciel ni enfer. Selon la légende, il va vivre à jamais dans une vallée sauvage qui existe réellement non loin de leur territoire. On brûle son cadavre avec les objets qui lui ont appartenu et on tue 2 de ses buffles pour qu'il ne soit pas seul dans son nouvel univers. Les Todas sont en contact avec la civilisation, comme cette cérémonie le prouve. On inaugure un camion infirmerie tout-terrain qui ira de village en village apporter les bienfaits de la médecine moderne. Les Todas improvisent une danse pour la circonstance. Mais la civilisation, c'est aussi la contrainte et l'envahissement. Les Anglais ont créé une station d'altitude au milieu du territoire Toda. La ville s'est agrandie. Beaucoup d'Indiens montent de la plaine attirés par la richesse du sol. Des industries se sont créées et les Todas voient leur domaine se rétrécir de jour en jour. Un fonctionnaire indien qui préside la cérémonie est en train de leur expliquer que le service du reboisement va empiéter sur leur pâturage pour y planter de la térébenthine. C'est un arrêt de mort pour les Todas. Ils devront renoncer à leur mode de vie traditionnel. The government is considering the grant of a triennial patta, that is, a patta which can be renewed after every 3 years, so that you don't have the nuisance or the botheration of getting the patta renewed every year. I agree that there is some inconvenience involved in that, and there is a valid point that you have, which you have been doing for a number of years, is suddenly put an end to. But there is nothing that I can see legally or administratively which can be done to counteract this problem. I'm afraid you'll have to more or less reconcile yourself to the forest department living with you, very close to you, and both of you must learn to live like good neighbors. That would solve all problems. No. But, les Todas ne prennent pas la chose au tragique. Ils dansent autour du camion médical comme pour exorciser la civilisation dont il est le symbole. Ils en ont vu d'autres depuis que les Anglais sont arrivés. Ils ont résisté aux missionnaires, aux ethnologues, aux touristes, aux cinéastes. Cette fois, ils sont peut-être condamnés. Après tout, dira-t-on, qu'est-ce que 800 Todas dans un pays d'1,5 milliard d'habitants? Mais ces 800 Todas sont les derniers représentants d'une société libre qui ignorait la guerre, la faim, la pudibonderie et l'injustice.